Un, deux. Ok. Ok, parfait. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être présent à mes côtés aujourd'hui. Voilà. Juste, vous avez un programme et à cette heure-ci, c'est pas moi qui est dans le programme. Je remplace en fait la personne qui était là avant, enfin qui était prévue pour cet horaire. Tout simplement, j'avais prévu de venir au salon et je vais aujourd'hui vous présenter tout simplement mon parcours de vie, je dirais de l'âge de 3 ans et demi jusqu'à mon âge actuel, 25 ans. Donc je suis paracycliste et je vais commencer tout simplement par vous passer une petite vidéo, voilà, et ensuite on va reprendre les éléments de la vidéo ensemble et puis eh ben, je vous laisserai ensuite poser les questions si vous en avez. Donc on est parti pour la vidéo. On recommence tout ? Andy deuxième. Je m'appelle Andy Biré, j'ai 23 ans et je suis un athlète handisport en paracyclisme. Mon handicap, c'est tout d'abord une dérivation céphalo-rachidienne. J'ai réappris à marcher. Et puis, à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans, on m'a décelé une tumeur à la moelle épinière qui a été opérée à 3 reprises. Et lors de la 3e chirurgie, eh bien, les nerfs ont dû être touchés, c'est même sûr d'ailleurs, puisque ma jambe droite ne fonctionnait plus du tout. Est venue ensuite une longue rééducation. Avant de faire du handbike, eh bien, j'étais cavalier de concours et je voulais faire du haut niveau. C'était mon objectif principal de vie déjà étant jeune. Je savais qu'il allait falloir que je trouve une discipline non plus qui nécessitait l'engagement de mes membres inférieurs, mais plutôt mon haut du corps. Et j'ai trouvé le handbike où je retrouve des similitudes justement. Les objectifs sportifs, c'est d'aller le plus loin possible, de se rapprocher des meilleurs coureurs mondiaux, être présent sur les championnats d'Europe, les championnats du monde, faire des sélections en équipe de France. Et puis c'est forcément d'un jour participer aux Jeux Olympiques, hein, que ce soit à Paris, chez nous en 2024. C'est vrai que ça serait vraiment top. Et puis sinon, eh bien, il faudra être patient et attendre Los Angeles en 2028. Ok, la vidéo était très courte et la vidéo n'est pas récente. Vous l'avez compris, elle date de 2023, avant les Jeux de Paris 2024. Je vais être franc directement avec vous. Je n'ai pas été qualifié pour cette échéance. Le niveau du paracyclisme français est très, très élevé, donc il faut pour moi continuer à m'accrocher et beaucoup m'entraîner justement pour pouvoir prétendre faire partie des sélectionnés pour Los Angeles 2028. Cette vidéo donc faite par mon partenaire Proteor, voilà, donc vous a donné déjà quelques éléments. Le handicap pour moi est apparu très tôt, vous l'avez compris, dès l'âge de 3 ans et demi. Voilà, donc on a des kinés parmi vous, des professionnels de santé. Le liquide céphalo-rachidien, en fait, quand j'étais dans la cour d'école, donc s'écoulait mal donc, dans mon corps, restait bloqué au niveau de mon cerveau. Et donc souvent, je disais à la maîtresse, je disais, les copains, ils me poussent et je tombe, voilà, anormalement. Et en fait, c'était de façon naturelle. Donc en fait, j'ai ce qu'on appelle une dérivation céphalo-rachidienne. Donc j'ai une valve dans ma tête qui s'appelle une valve de Sophie. Voilà, donc c'est un mécanisme qui récupère le liquide céphalo-rachidien et qui l'évacue artificiellement à l'aide d'un petit tuyau qui traverse ici, donc tout mon corps. Voilà. À la suite de cela, en fait, moi, j'ai jamais été considéré réellement comme une personne handicapée après cette première chirurgie. Je suis allé à l'école, comme tout le monde, j'ai fait l'ensemble des sports qui m'étaient proposés dans le cursus scolaire. Et j'ai notamment très tôt fait de l'équitation en compétition. Je vous ai d'ailleurs rapporté quelques photos, je vais vous les laisser. Vous allez pouvoir vous les passer. Alors, il y a un petit peu de tout hein, dans les photos, mais beaucoup de photos forcément à cheval. Voilà, j'ai été baigné dans le monde du cheval et je voulais en faire à la fois mon métier, je voulais être cavalier professionnel. Et j'avais d'ailleurs déjà pratiquement le niveau amateur à l'âge de 13 ans et demi. Donc j'étais plutôt bien parti. Et donc
très jeune, j'ai développé toute cette hygiène de vie, à savoir le sommeil, l'alimentation et puis l'entraînement régulier pour pouvoir avoir des résultats en compétition. Donc ça, tout ce système-là, vous le connaissez pour atteindre le haut niveau. Et puis, en l'espace de 1 semaine et demie, 2 semaines, j'ai tout simplement senti que voilà, j'étais plus pareil. J'ai commencé à réavoir des troubles neurologiques. Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est un scanner. On s'est dit que, comme moi, c'était donc la dérivation céphalo-rachidienne en 2003. C'était vraiment le début donc d'avoir justement cette dérivation qui soit entièrement interne au corps. Donc on s'est tout simplement dit, bah voilà, le petit tuyau doit s'être bouché, etc. Il va falloir justement intervenir à ce sujet. Donc le scanner, lui, n'a rien montré. Et puis l'IRM, la semaine suivante, a décelé une tumeur à la moelle épinière de la dimension de votre 5e doigt de la main. Tout s'est enchaîné vraiment très vite. Elle a dû être découverte le jeudi, voilà. Et puis ensuite, je suis resté donc au CHU de Angers pour être réopéré, biopsié le mardi suivant. Ça a décelé donc une tumeur bénigne non cancéreuse, donc placée donc à la moelle épinière, là où il y a les nerfs pour la marche et pour pouvoir aller aux toilettes. Donc cette tumeur, elle a été opérée donc une première fois en 2013, puis une seconde fois, je dirais 2 semaines et demie, 3 semaines après. Et puis, elle a été une nouvelle fois opérée en 2014, donc pour une 3e chirurgie. Lorsque je me suis réveillé de cette 3e chirurgie, eh bien, ma jambe droite ne fonctionnait plus du tout. Elle n'acceptait plus le contact avec le sol. Donc, une fois que les premiers, je veux dire, que j'avais terminé en salle de réanimation, etc., j'ai intégré le centre de rééducation des Capucins, que vous connaissez peut-être, à Angers, donc qui fait l'enfant et l'adulte. Et j'y ai passé toute mon année de 4e. Donc j'ai loupé cette année-là donc de collège. L'objectif, il était clair. Il était de pouvoir me donner la possibilité de retrouver un maximum de mobilité au niveau de mes membres inférieurs. Mais il était aussi de solutionner une déformation dorsale qui était apparue, ou notamment du moins qui s'était accentuée à cause du fait qu'on est touché à la moelle épinière, à savoir une scoliose très importante et une kyphose, c'est une bosse qui ressort du dos que vous avez justement, c'est pour ça que j'aime bien montrer la vidéo, vous l'avez très largement vue quand j'étais à genoux, vous savez la bosse qui ressort du dos, d'autant plus que avec le haut de cyclisme, ça se voit davantage. Moi, je suis un adolescent qui, à ce moment-là, aurait dû directement avoir une arthrodèse, une tige en ferraille en fait. Mais le fait de mettre un artifice, ça bloquait l'accès à la moelle épinière. Et donc, pour le chirurgien Mathieu Delion à Angers, c'était l'accès à la moelle épinière qui était prioritaire. Alors, vous allez pouvoir me poser des questions, tout ça, après, on va pouvoir approfondir. Je pense que certains d'entre vous connaissent bien sûr le corset, mais sur des enfants comme moi, il fallait justement, comme on ne pouvait pas mettre d'artifice, il fallait aller plus loin dans la démarche, et donc j'ai été plâtré du haut du corps. Vous faites une image comme un Marcel en fait. On vient en fait tout simplement, voilà, c'est un peu, on nous pend, si je peux dire, par la tête et par les pieds pour qu'on ait en fait tout le haut du corps dans le vide et surtout le plus relâché possible pour étirer la colonne vertébrale. Et ensuite, ils viennent se mettre à 5-6 avec des bandes de plâtre comme n'importe quel plâtre pour pouvoir venir le positionner comme un Marcel au niveau du haut du corps.
Ensuite, ils nous mettent en dessous un petit t-shirt en jersey. Peut-être que certains connaissent la matière, voilà. Et une fois que le plâtre il sèche, ils vont venir en fait faire ce qu'ils appellent des fenêtres dans le plâtre pour ensuite, au fil des semaines où on garde le plâtre bien sûr quotidiennement, jour et nuit, et où ils vont nous faire faire de multiples exercices, eh bien mettre ce qu'ils appellent une matière en feutre pour toujours pouvoir pousser davantage à la fois la scoliose et à la fois la kyphose. Voilà, donc ils font ça. Donc moi je connais beaucoup du coup toute cette partie-là au niveau du CHU de Angers, puisque je suis suivi depuis, je peux dire toujours au CHU de Angers. Donc ils laissent les plâtres pendant 2 mois. Ensuite on l'enlève pour pouvoir faire une petite douche et on en remet un pendant 2 mois. En fait ils font des protocoles de 2 fois 2 mois, fois 4 mois. Et ensuite, j'ai eu 1 an et demi de corset. Et mon aventure avec Proteor, elle commence là, puisque ce prothésiste de renommée mondiale, en fait, je l'ai connu grâce au corset. Il faut savoir que moi, à l'âge de 25 ans, j'ai déjà une dizaine de chirurgies au total sur mon corps. Parce qu'il y a eu des complications. J'ai une peau qui est assez fine. Et donc, tout ce qui est plâtre, corset, tout ça, elle a eu du mal à l'accepter. Et en fait, tout simplement, au lieu de faire 2 corsets, j'en ai fait 3. Enfin, 2 plâtres, j'en ai fait 3. Et j'ai fait aussi 3 corsets au lieu d'un. Voilà. Et ce qui m'a le plus motivé quand j'ai été justement opéré avec cette chirurgie qui s'est mal terminée, ça a été tout simplement de pouvoir remettre le pied à l'étrier. C'est toujours le sport qui m'a permis de vouloir aller de l'avant et de me donner toujours dans mes séances de kinésithérapie. Et j'ai d'ailleurs réussi à réenchaîner des épreuves en compétition à cheval, malgré mon handicap, donc se répercutant sur l'équilibre, la neurologie, sur une raideur et une spasticité assez importante au niveau de la jambe droite. Et puis j'avais toujours donc ces rêves de pouvoir faire du haut niveau dans le sport. Malgré tout, j'ai remarqué vers l'âge de 16-17 ans que malgré l'ensemble des efforts que je fournissais quotidiennement, j'allais pas pouvoir atteindre mes objectifs de vie. Et donc, j'ai laissé quelques années passer, donc de 2017 jusqu'à 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'arrivais à me déplacer sans canne anglaise, sans rien du tout, pendant tout ce laps de temps-là, en fait. Donc, j'étais passé donc, du fauteuil au déambulateur, aux béquilles, et j'avais réussi à me créer donc, une base musculaire assez stable qui me permettait de marcher assez difficilement, mais sans artifice. Et puis en 2021, donc ma tumeur en fait s'est remise à créer des cellules, donc toujours non cancéreuses, mais qui sont venues s'accumuler sur la base initiale. Je n'étais plus réopérable dû à la chirurgie précédente, et donc j'ai entamé un premier traitement de chimiothérapie qui s'appelle trametinib, donc à l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Angers. Et ça a été une période qui a été en fait assez difficile pour moi à gérer, à la fois sur le plan émotionnel, sur le plan physique, parce que tout simplement, j'avais un regard des autres qui était j'avais accepté le regard des autres de me voir marcher difficilement, mais toujours de marcher déjà. Et là, il fallait pouvoir justement accepter l'étape suivante, qui était de reprendre les artifices et tout. Donc, j'ai fait quand même un retour, je veux dire, un petit peu sur moi-même, à ne pas trop justement aller vers l'extérieur. Et je me suis dit, voilà, ce qui t'avait permis la première fois d'aller au-delà de tes limites et de vraiment te donner cette motivation de dépassement de soi au quotidien, c'était le cheval. Tu l'as laissé tomber. Et à ce moment-là, donc j'ai fait des recherches tout simplement sur Internet, où je me suis dit, voilà, il faudrait que je trouve un sport qui nécessite non plus l'engagement de mes membres inférieurs, mais plutôt de mon haut du corps. Et c'est à ce moment-là où j'ai trouvé cette discipline, donc du paracyclisme, du parasport et donc du handbike,
du vélo qui avance à la force des bras. Donc très vite, j'ai pu avoir des contacts avec la fédération, j'ai pu être orienté vers des personnes qui m'ont permis justement d'atteindre le haut niveau assez rapidement. Notamment, j'ai intégré un club qui s'appelle Team Poitiers Paracyclisme à Poitiers, tout simplement. Moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis originaire de la Mayenne, je suis lavallois, berthevinois plus précisément. Et donc, les démarches, ça a été d'abord de découvrir ce que c'était donc que ce sport. Ensuite, j'ai pu commencer à songer justement à avoir ce matériel en question. Donc, c'est des vélos qui sont fabriqués en Pologne et l'usine, elle est américaine, voilà. Et on a rencontré de multiples obstacles une nouvelle fois dans la pratique de cette discipline. Justement, c'est l'un des éléments phares de ma progression et des spécificités de mon handbike. Ça va être la coque sur mesure qui a été faite par Proteor. En fait, elle reprend du coup exactement les formes de mon dos. Et je trouve que quand elle est recouverte par cette mousse, c'est moins simple en fait de pouvoir vraiment avoir la vision. Par contre, quand on enlève la mousse, justement, on va retrouver la lordose, le bassin qui est comblé. Donc vous vous imaginez bien, hein, mon fessier est là et puis ma nuque est à cet endroit-là. Donc c'est quelque chose qui était assez exceptionnel et un challenge pour mon prothésiste. Mais ça montre aussi toute la multiplicité des choses en fait, qui peuvent être faites pour les personnes en situation de handicap, pour pouvoir tout simplement leur permettre de pratiquer leur discipline et tout simplement de la meilleure des façons. J'ai, en l'espace de 4 années, atteint le top 20 mondial sur la Rocky List UCI de ma catégorie MH4, parce que ça, c'est aussi un autre sujet. Hein. Dans la partie vélo couché, comme vous avez là, il y a 5 catégories différentes en fonction, mais vous retrouvez ça dans toutes les disciplines handisport, en fonction du handicap. Et donc, moi, je vais être dans la catégorie qui roule le plus vite, enfin, les coureurs qui ont le plus de capacité, puisque justement j'ai encore la présence, je peux encore utiliser ma partie abdominale, etc. Tout mon haut du corps est encore solide, comparé à la catégorie H3 qui, eux, qui ne peuvent plus utiliser leurs abdos. Et puis après, dans les catégories en dessous, ça va être des difficultés pour pouvoir justement garder les pédales comme ça dans les mains, etc., serrer les pédales. Voilà. Et donc, une fois que j'ai pu avoir mon vélo fin 2021, début 2022, ça a été très simple. Hein, il a fallu faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir acquérir l'expérience. J'ai eu la chance de trouver des groupes de cyclistes valides qui m'ont accompagné sur les routes, parce que partir du jour au lendemain avec une machine aussi basse sur les routes, c'est pas... il reste 5 minutes. Ah, ok. Parce que j'aurais voulu quand même que vous puissiez me poser des questions. Je vais faire très rapide. Je vous dis le top 20 mondial. J'ai même apporté mes médailles, mais ah si, je les ai mises dans la doudoune. Ça fait 2 années de suite, en 2024 et 2025, que j'arrive donc à faire du coup médaille de bronze et médaille d'argent sur les différents championnats de France. Voilà, intégrer le top 20 mondial. Et puis mes objectifs, c'est de pouvoir, comme ça a été expliqué tout à l'heure dans la vidéo, participer aux Jeux paralympiques. Voilà. Et puis, ça serait aussi de me lancer quelques défis. Comme vous le voyez aujourd'hui, si j'ai fait cette démarche-là, c'est que j'adore aussi partager mon parcours. Je voudrais aussi évoluer dans cette partie éloquence, etc. J'ai fait, il n'y a pas si longtemps, ma première sortie de 200 km sans m'arrêter. Et je me dis, si demain, je pourrais participer, par exemple, me lancer des défis comme le Paris-Brest-Paris, etc., ça me donnerait aussi un appui visuel pour ensuite montrer tout simplement que quand on se donne les moyens, etc., malgré les obstacles qui nous sont présentés sur notre parcours et voilà, les difficultés qu'on peut rencontrer, en s'entourant des bonnes personnes,
et en trouvant justement les personnes qui souhaitent et qui ont envie de nous porter vers le haut, en général, voilà, on arrive à faire des choses pas trop mal. Du coup, je vais pouvoir, je peux vous les donner, je vais pouvoir vous les montrer, et puis vous êtes fait passer les photos, c'est cool. Voilà. Et puis, je voulais vous dire, si vous avez une ou deux questions à poser, n'importe, je suis assez ouvert sur la question. Yes, merci. La semaine type kiné. Ouais, la semaine type quoi. Ok, parce que du coup, je ne l'ai pas dit. J'ai quand même une partie de, ma jambe gauche qui me permet aujourd'hui de me déplacer en canne anglaise, etc. Donc ma jambe gauche fonctionne. Donc moi, dans ma vie de tous les jours, je suis totalement autonome. Ça plaît toujours pas mal aux ergots. Donc je conduis ma voiture en pédale aménagée, boîte automatique, accélérateur à gauche. J'ai gardé un pied dans le monde du cheval. Je conduis des machines agricoles, tracteurs, type valet de ferme, etc. Bobcat pour faire du curage, etc. Donc je garde en fait avec moi ma passion du monde du cheval. Et donc après, je vais faire entre 180 et 250 km la semaine d'entraînement en vélo. Alors là, ça varie énormément entre des séances type plus cardio ou avec de la vélocité, tout ce qu'on retrouve dans le cyclisme valide. J'ai une personne qui s'occupe de moi pour la partie cyclisme du coup purement route, et donc lui, il est basé quand même principalement sur des données valides. Donc après, on retranscrit ça dans la pratique du vélo couché. Et puis, je vais entre 2 et 3 fois à la salle de sport, en salle de musculation. Et donc là, on est sur différentes formes. J'ai mon préparateur physique qui est avec moi, mais on fait de la force pure, on fait des séries plutôt longues, des séries plutôt courtes, et puis sinon des séances qui sont plus basées sur comment je pourrais dire, la mobilité musculaire, donc du travail au sol. Vous connaissez, vous les kinés, le bossu, etc., qui me permet de pouvoir m'allonger justement avec le certain confort que peut apporter le bossu pour justement être un minimum droit avec justement voilà, le bossu. Donc c'est ça, donc jumelé entre mon travail, ma gestion de mes partenaires, parce que vous imaginez bien qu'il faut aussi des personnes financièrement qui suivent pour pouvoir financer le matériel et puis tous les déplacements en course de la saison en France et à l'étranger. Donc en général, c'est assez freestyle la semaine, mais disons qu'il faut que j'arrive à caler donc toutes ces séances-là en fonction aussi donc des différentes activités que je vais avoir à faire au niveau donc des écuries. Mais je vous dis, c'est aux alentours de 200 km la semaine d'entraînement, et puis après la partie muscu en salle, les entraînements sur route, les entraînements sur home trainer aussi, parce que ça s'adapte aussi sur ce type d'engin, si je peux dire, sur le vélo. Voilà, et puis après donc toute la partie récup, on s'est assez mécanisé avec les pistolets de massage, etc., pour éviter de trop aller voir le kiné pour les massages, etc. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ouais. Merci tout d'abord, c'était très intéressant. Tu as parlé de ta rééducation au Capucin à Angers, oui. Et j'ai un stage dans 1 mois justement là-bas, et je voulais savoir un peu ce que tu avais fait avec eux. Et, ça a duré combien de temps en fait Ok, j'y suis resté pendant toute mon année de 4e, donc c'est vachement long. Donc mes séances, elles étaient donc orientées bas du corps, mais aussi du coup haut du corps. Donc ils ont toute une partie, c'est vraiment eux qui gèrent la partie. Merci. Ceux qui gèrent la partie, je pense qu'ils le font encore, hein, mais pour justement les scolioses, beaucoup les scolioses, les kyphoses. C'est assez impressionnant. Donc on se retrouve dans une salle à une quinzaine en fait, où on fait des exos. Alors les kinés chez l'enfant, c'est Pierre et Juliette. Ils sont toujours là parce que je suis allé les voir il n'y a pas si longtemps. Voilà. Donc pour tout ce qui est respiration et donc des exos pour garder la partie abdominale en fonctionnement, parce que du coup on est tout resserré dedans, quoi, on est très compact dans le plâtre. Donc la sélection des plâtres, des corsets, ils ont une balnéothérapie.
Donc ça, c'est super cool pour pouvoir aller faire des exos justement en piscine, qui fonctionnent bien. Et puis après, après tout ce qu'on peut retrouver chez les kinés, du travail d'équilibre sur les planches mobiles. Voilà, enfin, mes souvenirs que j'avais, c'était donc pouvoir utiliser ma partie abdominale, donc avec mes pieds. Alors, on s'étale, mais je devais récupérer des Legos et donc faire basculer et les faire pivoter pour les rempiler dans un autre endroit, donc dans un espace spécial. On faisait ça. Je devais faire monter les gros ballons que vous avez là contre le mur avec mes jambes, etc. Donc c'était assez, c'était dur, c'était dur, mais du coup, ça a été énorme pour moi parce que ça m'a permis en fait les années suivantes de pouvoir aller faire mes années de lycée. J'ai passé un bac économique et social, puis j'ai enchaîné sur un brevet professionnel responsable d'établissement hippique. Donc toute cette partie-là de vie, justement en pouvant marcher sans artifice, et ça a été top. Et je pense que ma fonte musculaire et un petit peu ce manque de motivation, parce que tout part de là, c'était le fait que j'ai arrêté l'équitation. Je me battais en salle de muscu parce qu'il fallait que le week-end en compétition, je voulais y arriver en fait. Et voilà, donc j'ai un peu laissé ça de côté. Donc aujourd'hui, l'avantage d'être sur un salon comme celui-ci, c'est de pouvoir tester de nouvelles choses, de nouvelles innovations, parce que je garde quand même dans un petit coin de ma tête cette envie toujours quand même un minimum de me dépasser pour garder mes membres inférieurs. Voilà, parce que je vous donne un exemple. Donc j'ai fait les Capucins, j'ai parlé tout à l'heure du pôle Saint-Hélier à Rennes, et donc au pôle Saint-Hélier à Rennes, ça m'avait donné l'occasion de tester le Locomat, que vous connaissez peut-être. C'est la fameuse machine qui nous fait marcher. Donc ça, c'est top. Le frein, c'est la spasticité à la machine. Voilà, quelques exosquelettes aussi, que j'ai plus le nom en tête. Et la super machine aussi que j'avais testée, c'était de l'haltérgé, que vous connaissez peut-être. C'est le tapis roulant où on est donc porté comme dans l'eau, mais on n'a pas la pression de l'eau sur les membres inf. Donc en fait, on a une sorte de combi. Et en fait, on est porté par l'air. OK, ça marche. Mais vraiment, ouais, une top expérience donc au Capucin. Et je pense que tu vas pouvoir prendre du plaisir et tu pourras passer le bonjour. Je passerai le bonjour. Voilà, du coup. merci. Merci. Ouais, vas-y. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé un peu au quotidien à t'accrocher et à garder cette motivation, parce que le parcours a été long. Et je voulais savoir comment aussi les professionnels de santé t'ont accompagné mentalement pour te motiver. Alors, il y a plusieurs choses. Le mental, il s'est forgé au fil des années. Voilà, c'est des moments qui sont assez douloureux. Je veux dire, l'IRM, avec ma maman, je veux dire, on était en salle d'attente et on s'est demandé pourquoi on attendait aussi longtemps dedans. Puis quand ils nous ont dit qu'on n'allait pas rentrer à la maison le soir, voilà, je pense que déjà, ça nous met, pour utiliser l'expression familière, une sacrée tarte dans la gueule. Voilà, je suis désolé voilà, mais je pense que c'est le terme à utiliser. Ensuite, je me suis retrouvé assez rapidement dans une chambre d'hôpital tout seul face un petit peu à moi-même. Donc ça, c'est votre première partie de question orientée mentale. Je pense que mon mental, voilà, il a vécu tellement des trucs assez difficiles qu'après, bon, quand même des fois on a une séance de vélo assez costaud à faire, on se dit que ça va, on a vécu pire. Le pire du pire, je pense que c'est la ponction lombaire. Alors, c'est horrible, je ne vous la souhaite pas. Enfin, il y a tous ces éléments-là médicaux, voilà, qui touchent le corps humain, qui ont été des moments difficiles. Voilà. Après, mon mental, je l'ai forgé justement en voulant réussir et grâce au sport. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Voilà. Après, j'ai toujours été très bien entouré, je pense avant tout par mes parents. Voilà, qui m'ont toujours soutenu dans mes projets, etc. Et puis, souvent, ce que je dis, c'est que je remercie à la fois mes parents et peut-être même à la fois aussi le personnel de santé, en fait, de m'avoir jamais, justement, dit que ce qui s'était peut-être même réellement passé. Je pense que le chirurgien lui-même, il savait. Je pense que je ne sais pas combien de fois il est venu dans la chambre une fois que je m'étais réveillé de l'opération, mais
il avait su qu'il y avait quelque chose qui avait mal géré, quoi. Donc peut-être de toujours m'avoir donné justement l'espoir de retrouver un maximum mes capacités. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Voilà, je pense que c'était pas trop d'actualité qu'il me fasse un certificat médical pour la compétition. Et puis, je me suis battu et j'ai réussi à l'avoir. Et je pense que voilà, il m'a laissé aller au bout de mes envies. Et je pense que c'est ça que je peux dire sur ce volet de la question. Après, le mental, moi, j'ai mon professeur principal de 3e. Directement, il m'avait dit, bah écoute Andy, là, t'as directement passé de l'enfant à l'adulte. Donc, je veux dire, la connexion avec les autres, elle était un petit peu en différentiel, quoi. C'était pas tout à fait la même chose. Donc, je vous dis, c'est surtout ça. Je pense que c'est tous les éléments perturbateurs qui sont venus sur mon chemin, qui m'ont fait évoluer plus vite. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, des fois, quand j'ai des petits coups de mou et des fois un petit peu envie d'abandonner, je pense un petit peu à tout le chemin qui a été parcouru et c'est aussi ça qui... Ouais, je pense que, après, il n'y a pas que moi, hein. Je pense qu'il y a des entraîneurs, moi que j'ai déjà écouté, qui entraînent différents parasportifs dans plein de disciplines différentes. Souvent, ils disent, hein, putain, je veux dire, par rapport aux athlètes valides, il faut tout le temps qu'on leur dise d'arrêter parce qu'ils vont refaire une série, ils vont refaire une séance. Ils vont refaire une série, ils vont refaire une séance. Enfin, ils sont toujours motivés, quoi. Donc, voilà. Je pense qu'il ne faut pas mettre ça qu'à moi. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je vous ai partagé mon parcours de vie. Et je pense qu'après, chaque para-athlète, chaque personne en situation de handicap, il trouve ses ressources par rapport, je pense, majoritairement à son passé, ce qu'il a vécu. Voilà. Mais je pense que, et c'est d'autant plus vrai aussi, d'ailleurs, chez les personnes valides, en fonction du chemin parcouru, plus c'est difficile. En général, plus on dit qu'après, voilà, on trouve toujours une solution pour s'en sortir. Si vous voulez venir le voir de plus près, c'est le moment, hein, le vélo, ça, parce que du coup, là, il est un petit peu loin. Et puis, il y a peut-être quelqu'un qui doit passer après moi, peut-être. Ouais, c'est ça.